Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Comment on répond au tweet de Thaïs? Comment on y répond efficacement? Thaïs semble avoir pris fait et cause pour les droits des hommes. Dans ses tweets, sur son compte Twitter, c'est devenu sa maraude. Comment on fait pour répondre intelligemment? J'essaye de répondre à cette question dans cet épisode. Bon épisode à tous. Pendant les vacances, Thaïs Escuffon, elle, vraisemblablement, n'a pas pris de vacances, puis elle a continué à tweeter. Des tweets qui sont de plus en plus lisibles. Finalement, on comprend de mieux en mieux le travail de Thaïs Escuffon. Thaïs Escuffon, c'est juste une droitarde traditionnelle, hyper traditionnelle, quoi. Pour rappel, elle était quand même présidente de Génération Identitaire. Génération Identitaire, qui est une association qui a entre autres empêché le bateau SOS Méditerranée d'aller sauver des migrants en mer. Il ne faut absolument pas oublier d'où elle vient. Et puis, alors, elle s'est décrétée spécialiste des relations hommes-femmes. Donc là, maintenant, son titre là sur Twitter, c'est « Valeurs traditionnelles appliquées aux relations hommes-femmes du monde moderne ». Elle parle d'évopsie. Alors attention, parce que l'évopsie, c'est un vrai domaine de recherche en sciences. Et l'évopsie, comme beaucoup de domaines en sciences, qui sont à la frontière entre la science sociale et la science fondamentale, c'est souvent contre-intuitif. Ce que fait Thaïs Escuffon n'est pas de l'évopsie. Absolument pas. Sur les impératrices, ça marche. N'hésitez pas à me proposer. C'est pas de l'évopsie. L'évopsie, ça marche pas comme ça. L'évopsie, c'est pas simplement de dire « moi, je pense que les femmes devraient ». C'est pas ça, l'évopsie. C'est pas de dire de tout temps, les femmes ont, donc aujourd'hui, les femmes sont. Ça fonctionne pas comme ça. Et donc, elle poste toute une série de trucs où elle calque finalement une vision extrêmement traditionnelle, comme elle l'appelle, mais qui pour moi ne répond à aucune autre traduction que celle du sexisme. Donc, elle a une vision que j'estime être une vision profondément sexiste des rapports entre les femmes et les hommes, de la place des femmes dans le couple hétérosexuel. Et elle ne s'arrête plus. Maintenant, c'est son sujet de prédilection. On va voir ce qu'elle a posté depuis 3 jours, je crois, seulement, depuis le 29 août, je crois, 31 août, 30 août, 30 août. Et oui, c'est ça. Et c'est intéressant. Ça dit des choses quand même intéressantes, des reliquats qui peuvent rester dans la tête quand même parfois de certaines femmes, qui perçoivent les mouvements d'émancipation des femmes comme des sortes de menaces, pour des raisons qui les concernent. Il faudrait leur demander en fait ce qu'elles perçoivent comme étant des menaces. Nous, on peut tout à fait avoir des hypothèses. L'une des hypothèses que j'ai par rapport à ça, c'est plutôt de la peur. C'est une forme de peur et d'incompréhension finalement de ce que sont ces combats, puisque vous savez qu'ils voient un petit peu ces personnes-là, les droitards, qui sont voilà, dans cette vision ultra traditionnelle sexiste, des femmes qui sont dans un rôle de soutien, dans un rôle de care, l'homme qui est pourvoyeur de l'énergie, comme dirait Monsieur Delavier. On peur du changement en fait. Une peur simple du changement. La société évolue, c'est difficile parfois de comprendre certaines évolutions de la société. Moi-même, je deviens un vieux con par rapport à certaines choses et j'essaie de beaucoup travailler là-dessus. Je commence à avoir une véritable fracture avec les jeunes générations auxquelles j'enseigne qui ont une vingtaine d'années. Parce que ça y est, on n'a plus du tout les mêmes codes, on n'a plus du tout les mêmes références cinématographiques, de dessins animés, etc. Et c'est normal, en fait c'est normal de se retrouver un peu dépassé par certaines choses. On peut avoir peur d'autres choses. Probablement qu'on est nombreux à trouver que Kwakubé est complètement débile, mais bon, quand on avait 4 ans, c'est des choses tout aussi stupides qu'on répétait ensuite au collège. Et donc je pense qu'on est tous sensibles à ça. On va tous un jour être victimes d'un syndrome du vieux con. Tous un jour, nécessairement. Et là, eux, ils ont une vision un petit peu, je trouve, un peu vieux con de ce que sont censés être les rapports entre les femmes et les hommes. Et je pense qu'il y a un mouvement de résistance au féminisme parce qu'elles sont convaincues, ces personnes-là, que le féminisme ne veut plus faire de distinction entre les femmes et les hommes. Merci pour le renouvellement d'abonnement, Roxane. J'espère que tu vas bien. Et donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'elle est très jeune, Thaïs, oui. 5 manières de perdre un homme de valeur. Alors, quand on veut faire de la science ou de la science sociale, il faut définir les termes. Homme de valeur doit être défini. Parce qu'elle parle souvent d'homme de valeur, de femme de valeur. Donc l'homme de valeur, c'est l'homme traditionnel à ses yeux. Donc le mec propre sur lui, poli, qui n'a pas eu beaucoup de conquêtes dans sa vie, qui a un bon travail, qui se donne au travail, qui respecte sa femme, mais qui ne s'intéresse pas aux tâches ménagères. Vous comprenez l'idée, quoi. C'est-à-dire la vision stéréotypée qu'on avait des hommes dans les années 60, en fait. Il ramène de la nourriture, il ne s'occupe pas du reste, il aura une femme qui va s'occuper du reste, et lui, son boulot, c'est de ramener de la bouffe. Bon, bref. Alors, comment on fait pour les perdre, ces hommes de valeur ? Donc déjà, on le contredit constamment en public. Ok. Alors moi je trouve que c'est quand même un bon conseil, parce qu'effectivement, si vous contredites constamment votre compagnon ou votre compagne, parce que c'est applicable aux femmes en public,
oui, en fait, vous n'êtes pas vraiment une bonne personne. Il n'y a pas à contredire constamment la personne en public. Donc ça, c'est un conseil qui, pour moi, la palissade, qui ne s'applique pas particulièrement aux femmes qui ne voudraient pas perdre un homme. Oui, on ne contredit pas les gens en public constamment, à moins qu'on ait un désaccord, bien évidemment. Sortir en boîte avec ses copines de façon répétitive. Et donc là, c'est intéressant parce que Thaïs qui prétend que les féministes voudraient retirer des droits aux femmes pour en faire des hommes comme les autres, c'est ce qu'elle répète de temps en temps, est en train en fait d'appliquer un conseil qui est un contrôle social des femmes, en disant vous ne devez pas sortir en boîte avec vos copines de façon répétitive si vous ne voulez pas perdre votre homme. Et c'est du contrôle social de dire ça. C'est-à-dire que pour elle, en fait, il y a une valeur morale négative au fait de sortir en boîte avec ses copines. Alors je ne sais pas si c'est valable aussi au restaurant ou si c'est valable dans un bar ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais ce conseil est lunaire, je trouve. C'est un conseil absolument lunaire. C'est le conseil d'un grand frère contrôlant avec sa sœur qui lui fait vivre l'enfer en lui disant « tu sors pas en boîte régulièrement ». C'est un conseil juste sexiste, quoi, contrôlant. S'habiller de façon provocante à l'extérieur, on est de nouveau dans une forme de contrôle social où il y aurait des façons de valeurs positives de s'habiller et des façons qui rappelleraient des valeurs négatives. Et s'habiller de façon provocante, moi j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas une seule génération qui échappe à ce genre de critique. Sauf que les vêtements provocants, jugés provocants évidemment, c'est ce que j'en pense, pour moi un vêtement n'est pas provocant, un vêtement c'est du tissu. Les vêtements provocants aujourd'hui ne sont pas les mêmes vêtements provocants qu'il y a 40 ans, mais tout le monde a toujours jugé que, je sais pas, les nouvelles générations, surtout les femmes, parce que c'est toujours les femmes qui en prennent plein la tronche là-dessus, s'habiller de façon provocante. Et donc en fait, c'est assez étonnant parce que en fait, il n'y a aucun reproche à faire quand on est un homme sur la façon dont une femme s'habille. Une femme qui, je ne sais pas, on va prendre le cas de ce dont Thaïs parle, je ne sais pas, de façon provocante. Je ne sais pas ce qu'elle entend par là, mais j'imagine qu'elle entend une femme avec un décolleté profond. J'en sais rien. Mettons que ce soit ça. Mettons que pour elle, ce soit provocant. Mon Dieu, c'est vraiment de la pure panique morale. Je m'en aperçois en le disant. En fait, elle part du principe, du coup, Thaïs, qu'elle le fait pour recevoir l'approbation des hommes. Ce qui est tout ce que le féminisme dit qu'il ne faut plus faire. C'est-à-dire que les femmes ont tout à fait le droit de s'habiller exactement comme elles l'entendent, avec le décolleté qu'elles veulent, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais qu'elles le fassent pour elles, qu'elles se libèrent de l'injonction du regard masculin, qu'elles ne le fassent pas pour plaire aux hommes, qu'elles le fassent par exemple parce que ça lui donne confiance en elles, ou parce que c'est comme ça qu'elle aime s'habiller, ou parce que c'est confortable, toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Et du coup, là, il y a une essentialisation des femmes, ce qu'elles reprochent aux féministes de faire, en disant il ne faut pas s'habiller de façon provocante à l'extérieur. Mais enfin, déjà, on n'a pas à dire aux femmes comment elles s'habillent, d'une part. Et puis, d'autre part, en fait, mais demandez-leur pourquoi elles s'habillent comme ça. C'est pas forcément pour plaire aux hommes, c'est pas forcément pour être, je sais pas, elle avait osé dire le terme de pick me girl une fois. Thaïs, j'avais détesté quand elle avait dit ça. Rester amie avec ses ex, bon, ça, je trouve ça lamentable. Bon, moi, quasiment toutes mes amies filles sont des ex-compagnes, parce que je ne me sépare pas de façon violente avec mes ex. Il m'est arrivé 2 fois d'avoir des ruptures vraiment très douloureuses, qui font qu'on n'a plus de contact aujourd'hui parce que ça nous referait du mal aujourd'hui malgré les années. Oui, je reste ami avec mes ex. Mes meilleures amies, mes 3 meilleures amies filles sont 3 ex-copines, effectivement. Je ne comprends absolument pas où est le problème. Donc voilà, il y a ce sous-entendu qu'elle avait dit dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, rappelez-vous, où elle disait les femmes, en fait, elles vont garder des amis auprès d'eux, des amis garçons, en sachant pertinemment, en fait, que les garçons ont envie d'elles. Ok, soit. Et elles le font pour avoir un plan B au cas où ça se passe pas bien avec leurs mecs, pour avoir des mecs à leur disposition. Triste quand même comme vision. J'irai voir du coup la vidéo de Cassandre. Merci beaucoup, Roline. Exiger 50% des tâches ménagères. Et donc là, en fait, il y a tellement de choses à dire derrière cette ligne-là. Tellement de choses qu'on pourrait dire. On pourrait en parler un quart d'heure sans aucune difficulté. 50% des tâches ménagères. Oui, pourquoi ? Parce que ce que le féminisme demande, c'est que les femmes ne soient pas traitées comme des femmes avec une vision sexiste des femmes, que elles soient simplement traitées comme des êtres humains, avec des spécificités que font les femmes. Les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes individus à l'évidence, mais qu'il n'y ait plus de regard sexiste sur elles, et que du coup elles ne soient plus empêchées par la société de faire telle ou telle chose. Et donc, il n'est pas normal, et du coup on va en parler dans le dossier juste après, avant de regarder la vidéo, il n'est pas normal que ce soit elle qui ait le plus de mi-temps, donc que ce soit elle qui soit les moins bien payées en France en moyenne. Donc, dans un monde, en fait, où les hommes et les femmes auraient le même temps de travail et un revenu à peu près similaire, c'est quand même ce qu'on souhaite, il n'y a pas de raison que les tâches ménagères ne soient pas strictement partagées. Et dire, vous perdez un homme de valeur si vous exigez qu'il fasse 50% des tâches ménagères, ça sous-entend, en fait, qu'elle considère que c'est l'homme qui va ramener, qui va faire le travail, qui va faire de l'effort pour faire le travail, qui va rentrer épuisé. Alors, il y a un truc avec lequel moi je suis plutôt d'accord, avec lequel je suis assez d'accord. Ça m'arrive, par exemple, j'ai très souvent une journée de congé en semaine. Et
c'est une habitude que j'ai quand je suis en couple. Le jour où j'ai ma journée de congé, c'est moi qui vais tout faire sur ma journée de congé parce que je sais que ma compagne va rentrer, elle va être épuisée. Et vice-versa, mes compagnes, quand elles ont une journée de congé, ma compagne avait le mercredi par exemple, s'occupait des tâches domestiques le mercredi pour que quand je rentre du travail, je n'avais pas à le faire par exemple. Et du coup, on avait cet équilibre que je trouvais vraiment bon. Et puis après, le reste du temps, bien sûr, c'était 50-50. Donc c'est évident que si demain je me retrouve à la maison, mettons que demain je sois au chômage, c'est pas impossible en plus, dans un an. Mettons que dans un an, je perds mon travail. Et que je sois avec une compagne qui ait beaucoup de travail. Ça va me paraître normal pour moi de faire, je ne sais pas, 75% des tâches ménagères par exemple. De me dire, ok, je suis à la maison toute la journée, je consacre 1h30 de mon temps tous les jours à chercher du travail, le reste, j'ai du temps libre, bien sûr que je m'en occupe. Mais du coup, en fait, elle part déjà du principe que les luttes féministes pour l'égalité à l'accès au travail, au fait que les femmes et les hommes aient le même temps de travail, le même salaire, en fait, c'est un petit peu bullshit. Et donc, considérer que dire les femmes qui veulent que les hommes fassent 50% des tâches ménagères sont pas des femmes de valeur finalement, parce qu'elles vont perdre un homme de valeur, je trouve ça d'un autre temps. Et sacrément triste. Le conservateur qui nous dit le partage des tâches ménagères me paraît normal, sans pour autant que la femme ait un discours culpabilisateur. Pour le reste, rien à redire, j'ajouterais rabaisser son mec en public. Oui, contredire, rabaisser, peut-être un peu la même chose. Ah, Taïs lui a répondu, il devait être très content, le conservateur, d'avoir une petite réponse. Ne pas sucer au réveil. Oh là là, ouais, d'accord, ok. C'était une très mauvaise idée, excusez-moi, on lit plus les commentaires. Taïs, nous dit Denaya. Le deuxième tweet, elle l'a posté le 30 août. Évidemment, c'est une incompréhension de ce que c'est que le féminisme, mais il y a des commentaires intéressants. Cette fois-ci, ça va être intéressant de les lire. Elle dit « La parité n'intéresse les féministes que chez les avocats, les managers, les responsables marketing, les DRH, pour faire les girl boss. » On reviendra là-dessus, parce que c'est un terme sexiste, les girl boss. Il y a un autre adjectif qui est beaucoup utilisé aux États-Unis, qui n'est pas utilisé en France, qui est bossy. Bossy pour dire autoritaire, qui est extrêmement négatif quand on le dit. Généralement, c'est un terme qui est dit sur les petites filles qui, je sais pas, se mettent en colère, par exemple. On dit elle est bossy, vous voyez, c'est très négatif. Donc les femmes n'ont pas le droit d'exprimer leur colère, vraisemblablement. Mais quand il s'agit des éboueurs, des égoutiers, des électriciens, des soldats, il n'y a plus personne. Donc deux choses. Premièrement, égoutiers, éboueurs, c'est pas des métiers faciles, ça c'est une évidence, des métiers qui sont physiques, c'est des métiers qui sont dans des conditions compliquées. Je ne pense pas que les égoutiers et les éboueurs aient également choisi leur travail. Je pense qu'ils ont été orientés vers le travail, mais c'est même pas la question ici. Donc, qu'est-ce qui va pas là-dedans ? Ce qui va pas, c'est que les féministes disent pas on veut 50% partout entre les femmes et les hommes. Il faut qu'ils arrêtent d'imaginer ces personnes-là que les féministes veulent un truc complètement aseptisé, où les hommes et les femmes sont les mêmes, font exactement les mêmes choses, et où il faut un quota de 50% partout, et que si jamais ça dépasse, non, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que si demain une femme a envie d'être éboueuse, égoutière, électricienne, ou de rentrer dans l'armée, elle ne devrait pas avoir plus d'obstacles pour y accéder que les hommes. C'est quand même simple comme discours. Et il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent dans l'armée. Et il y a eu un MeToo qui a eu lieu dans l'armée qui montre l'ultra-sexisme de ces milieux-là, le sexisme de tous les milieux, on va dire majoritairement masculins. Et donc, en fait, moi, je suis un peu agacé par ça. Parce que ce qu'elle sous-entend, c'est que c'est les hommes qui ont les métiers pénibles. Et donc, on oublie évidemment les aides-soignantes, on oublie évidemment les infirmières, on oublie évidemment les femmes qui font des gardes d'enfants, on oublie les institutrices, etc., qui, elles, sont en très très grande majorité des femmes. C'est agaçant. Qu'est-ce que c'est agaçant comme discours ? Parce que c'est très hypocrite. Les métiers pénibles ne sont pas réservés aux hommes. Il y a des métiers pénibles chez les hommes et chez les femmes. Et j'ai un scoop, Thaïs. Personne ne veut les faire. Ni les femmes, ni les hommes. N'allons pas reprocher aux féministes de ne pas pousser pour que les femmes fassent encore plus de métiers pénibles, encore plus qu'elles n'en font déjà. D'autant plus que les métiers du care sont rémunérés quand vous êtes embauché. Mais par contre, le care à la maison, quand vous vous occupez de vos enfants, les tâches domestiques, c'est pas. Ça n'est pas financé. Il n'y a pas de salaire par rapport à ça. Et donc elles ont déjà un métier ingrat quand elles sont dans un couple hétérosexuel avec des enfants en particulier, les femmes. Elles ont déjà ces professions dites, enfin ces tâches dites ingrates et genrées de façon féminine. Évidemment, c'est le principe du sexisme, comprenez. Hein. Les valeurs masculines sont jugées avec des valeurs positives et les valeurs féminines sont jugées avec des valeurs négatives. C'est le principe même du sexisme. Hein. Et donc pour moi, ce tweet, il est complètement à côté de la plaque, quoi. Vraiment complètement à côté de la plaque. Et là, on a Farès qui répond quelque chose de très bien. Farès dit « Sauf que les métiers cités sont des milieux très masculins où la misogynie incel, qui est ton public, est très présente. Donc c'est pas le travail qui les dérange, mais le milieu social dans lequel baigne ce genre de métier. » Et je suis assez d'accord. Vraiment d'accord. Puis après, on a évidemment des commentaires catastrophiques. Ah, bravo, alors là, nous sommes encore d'accord. 2 fois en une semaine, c'est bizarre, mais j'avoue que tu as raison à 100%. Mais fais ton coming out facho, Marc. Ça te fera du bien. Bref. Farès, très basé, très bien. Et bah, je suis abonné. Je ne m'étais pas rendu compte. Et on se suit mutuellement. Pardon, Farès, je ne t'ai pas reconnu. Eh bah oui, très bon tweet, hein. Hop là.
Le tweet suivant, et encore, on fait pas tout le mois d'août. Hein. Alors celui-là, il est fatigant. Je ne sais pas qui est Marc. Apparemment, Marc aime beaucoup les tweets de Thaïs. Messieurs, quelle est pour vous la limite de body count acceptable d'une femme pour que vous considériez du très sérieux avec elle? Le body count, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de partenaires sexuels que vous avez eu, nommé le body count, le décompte des corps, quoi. Bref. Ah bah elle le met là, nombre de partenaires sexuels. Bon. Donc le fait qu'elle pose la question sous-entend quelque chose. C'est que déjà, on accorde une forme de valeur positive ou négative au fait que les femmes aient eu des partenaires sexuels dans leur vie. Voilà, première nouvelle. 457 de Davidou. Donc, évidemment, il y a là du sexisme. Pourquoi ? Parce que le même regard des approbateurs n'existe pas chez les hommes qui ont multiplié les partenaires. Ensuite, multiplier le nombre de partenaires sexuels, il n'y a pas de valeur à ça. Vous n'avez pas plus de valeur si vous êtes, je ne sais pas, vierge, ou si vous avez eu 1000 partenaires sexuels dans votre vie. Si vous en avez eu 1000, j'espère que vous êtes protégé quand même. Il n'y a pas une question de valeur derrière ça. La seule chose qui est importante, en fait, c'est ce que la personne, elle est heureuse avec elle-même. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel à leurs 30 ans et ça ne leur pose strictement aucun problème. Il y a des personnes qui sont célibataires depuis 3 jours et c'est une catastrophe pour eux ou pour elles et qui ont un besoin affectif, un besoin émotionnel, des besoins parfois même sexuels, de se remettre avec quelqu'un rapidement. Il n'y a pas de valeur à mettre par rapport à ça. La seule chose qu'on devrait se demander, c'est est-ce que la personne, qu'elle ait eu des partenaires sexuels ou non dans sa vie, on s'en fiche, est heureuse, est bien dans sa peau. Et donc, les gens ont quand même répondu en masse, hein. Regardez-moi ça, il y a eu 9000 votes. Et le public de Thaïs nous dit moins de 5. Plus de la majorité des gens qui suivent Thaïs estiment que pour pouvoir envisager du sérieux avec une femme, il faut qu'elle ait eu moins de 5 partenaires sexuels dans leur vie. Mais bien évidemment, ces hommes-là aimeraient que leur partenaire soit complètement libéré sexuellement. Donc, vous voyez qu'elle a beaucoup d'expérience, mais seulement avec moins de 5. Quoi. Une hypocrisie formelle par rapport à ça. Une hypocrisie assez grave même. Moins de 10, moins de 20, pas de limite. Merci aux 23% qui n'attribuent pas de valeur morale au fait d'avoir eu un grand nombre de rapports sexuels, quoi. Je sais pas, des intégristes, mais c'est ultra-conservateurs, quoi. Et ça me... Voilà. Ah, bah Fares, de nouveau en top tweet, là. Enfin, en top tweet, en première réponse. Hey les hommes, quelle est la limite de tweet débile qu'une femme peut faire avant d'envisager du sérieux avec elle? Tu es obsédé par le cul des autres femmes, Thaïs. Faut te faire soigner. Merci. Bref. Najib, 0 ou rien, ou 1, bon, d'accord. Ouais, bon, bref, pas très intéressant. J'en ai encore 2 à vous montrer. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué de réagir à ce genre de tweet, parce que il faut pas être dans l'invective non plus, ce serait contre-productif. Pas non plus se moquer, l'idée c'est pas de se moquer parce qu'il y a des gens qui vont regarder ma vidéo parce qu'ils vont se dire ah le Fouali s'en prend encore à Thaïs machin, et c'est à eux qu'on parle là, c'est à eux qu'on essaye de leur faire comprendre pourquoi ces tweets sont problématiques, mais il y en a trop quoi. Ce matin 2 septembre 7h29, un tweet en 2 parties, ça valait le coup qu'ils soient en 2 parties. Les femmes modernes veulent des hommes traditionnels, galants, gagnent plus qu'elles, payent l'addition. Ok, alors je ne sais pas ce que veulent dire les femmes modernes, je ne sais pas en quoi un homme traditionnel est un homme gagnant qui gagne plus. Je ne vois pas en quoi un ouvrier ne serait pas un homme traditionnel, je ne vois pas en quoi un paysan ne serait pas un homme traditionnel, et pourtant ils ont des salaires qui sont relativement bas en France. Mais sont-elles traditionnelles elles-mêmes? Est-ce qu'elles savent tenir un foyer, tenir sa famille, sa carrière, gérer sa famille avant sa carrière, pardon, avoir un body count nul? Ah oui d'accord, on en est là. Très souvent non, il faut avoir les moyens de ces exigences. Je précise que cela vaut dans les 2 sens. On ne peut pas espérer trouver une femme traditionnelle et la garder près de soi si l'on ne possède pas soi-même les qualités nécessaires à un chef de famille et un homme de valeur. Surtout aujourd'hui où ces femmes sont rares. Bon. Et vous voyez le problème. Alors là, pour une fois, elle renverse aussi le truc. C'est-à-dire que là, elle demande aussi aux hommes, la plupart du temps, il n'y en a que pour les femmes. C'est vraiment que dans la tronche des femmes en permanence. Bref. Donc les femmes modernes. Les femmes modernes, mon avis, c'est qu'elles veulent juste un mec qui les agresse pas. Moi, c'est mon avis de base. C'est un mec avec lequel elles se sentent en sécurité, qui ne va pas les agresser, qui ne va pas chercher à contrôler ses sorties, à contrôler son téléphone, etc. Il me semble que c'est ça ce que veulent les femmes aujourd'hui, majoritairement en 2023. Les hommes traditionnels. Donc la galanterie, on pourra en parler un jour. C'est très joli la galanterie, bien sûr. Si elle est faite par pure formule de politesse, je n'ai aucun problème avec la galanterie. Si elle est faite parce qu'on considère que quand même les femmes c'est des petites choses, elles ne peuvent pas ouvrir les portes toutes seules, j'ai évidemment beaucoup de critiques par rapport à ça. La galanterie passe déjà par le fait de ne pas agresser les femmes, hein. Ça, il faudrait quand même pas l'oublier. Gagne plus qu'elle, je trouve ça très culpabilisant, c'est un discours de droite, à l'évidence, bon, Thaïs c'est évidemment d'ultra-droite, hein. Ça, c'est l'évidence, d'extrême droite même. C'est le discours d'ultra-droite, les hommes modernes qui gagnent plus. Non mais enfin, je veux dire, il faut avoir une chance, il faut naître dans une forme de bourgeoisie, au moins une bourgeoisie intellectuelle, pour avoir juste l'idée d'aller faire des études après le bac et de pas travailler trop tôt.
Un homme qui paye l'addition, oui, bah, je suis pas sûr que ce soit ça que les femmes demandent en fait. Je pense que les femmes demandent à être traitées comme des égales aujourd'hui. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui va dans ce tweet. Sont-elles elles-mêmes traditionnelles? Savoir tenir un foyer, une famille. Mais ça, pour moi, ce sont des valeurs positives chez les femmes et chez les hommes. Être capable de, je sais pas, d'élever un enfant, de changer une couche, de faire la vaisselle, de passer l'aspirateur. Bref. Et on retrouve cette idée que avoir des rapports sexuels avec des personnes avec qui on n'est pas marié est une mauvaise chose. Donc là, on est dans une vision presque religieuse. Et je voulais finir sur un foutage de gueule intégral. Ce site a détruit une génération d'hommes. Alors, il est évident que Pornhub et le porno en général ne fait pas vraiment du bien aux hommes, c'est une évidence. Il y a des études qui montrent des corrélations qui ne sont pas des causalités encore, mais qui sont des corrélations entre la violence sexuelle et la quantité de consommation de pornographie. Donc, j'ai lu ces études, j'en tiens compte. Pour l'instant, c'est pas encore prouvé, mais il y a des corrélations. Bon, alors juste pour rappel quand même, Pornhub, le site accumule les polémiques et se met de plus en plus de monde à dos. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que le site est accusé, encore aujourd'hui, d'héberger des vidéos contenant des abus sexuels sur des mineurs. Donc Thaïs, un petit peu de respect. Les personnes qui sont détruites par l'industrie pornographique, c'est les mineurs, les femmes qui subissent des viols, de la pédocriminalité. Je veux dire, les hommes ne sont pas les victimes directes de la pornographie. Alors oui, effectivement, la pornographie peut avoir un impact négatif sur la représentation de la sexualité. Je crois qu'il y a également un rapport entre l'impuissance et la consommation de pornographie. Je crois que c'est l'hyperconsommation de pornographie qui peut provoquer de l'impuissance. J'essaierai de vous retrouver tout ça. Les clichés sur la sexualité, nous dit MTech, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais bon, si on devait chercher des victimes à la pornographie, bon, bref. Donc voilà, vous avez vraiment... c'est un peu la conclusion de cette vidéo que vous voyez vous sur YouTube. En fait, une men's rights activiste. Et c'était la conclusion à laquelle je voulais aboutir. Thaïs est une men's rights activiste, c'est une activiste des droits des hommes en fait. Il faut qu'on la voie comme ça maintenant et qu'on comprenne du coup ses tweets de cette façon-là. Elle fait pas des petits, bien évidemment. Alors, elle se dit identitaire, donc les gens qui nous disent ah vous dites tout le temps que c'est des fachos machin. Elle se dit identitaire, d'accord. Donc elle est identitaire, elle se dit identitaire. C'est pas nous qui l'inventons. Voilà. Salut Eva. Corrélation avec le passage entre la pornographie et le passage à l'acte sur la pédocriminalité, je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose, Roxane. Je l'ai sur l'agression sexuelle en général. Je ne suis pas sûr que ce soit spécifique à la pédocriminalité. Mais je rencontre Arnaud Gallet là, prochainement de la Civise, donc je lui demanderai. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur Thaïs. Ça va, ça vous convenait? Je vais essayer d'avoir un peu plus ce ton prochainement. Ça m'a été beaucoup reproché récemment. Ça m'a aussi attiré des soucis. Et du coup, je me dis, peut-être qu'en essayant d'être le plus bienveillant possible, de juste répondre calmement aux choses qu'on lit, d'essayer d'apporter de l'argumentaire, peut-être que non seulement je prendrai moins de violence dans la tronche, parce que j'aimerais bien avoir un peu moins de violence dans la tronche, c'est le moins qu'on puisse dire, mais surtout, peut-être que l'ISO sera plus audible, et c'est quand même l'objectif. Alors évidemment, ça fera moins d'audience. Ça, c'est sûr que je ne ferai pas 4000 vues par vidéo, voire 5000 vues par vidéo, parce que ce sera un peu moins machin. Mais bon, ce qui est important, c'est la lutte, quoi. Et si c'est plus efficace comme ça, il faut peut-être que j'y aille comme ça. Dites-moi, je me prends une petite pause papote avec vous avant d'enchaîner sur le sujet suivant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, évidemment, il va aussi falloir de temps en temps que je sois un peu incisif, bien sûr, et même un peu mordant, un peu drôle, parce que parfois il y aura des dingueries, on va tomber sur des vidéos qui disent des dingueries, donc je ne veux pas garder ce ton sérieux, grave en permanence, bien sûr, mais je pense que pour ce genre de choses, pour ce genre de personnalité vraiment suivie, je pense qu'il faut faire attention. Oui, j'ai vu que j'avais 8000 abonnés, oui, ça a augmenté pendant mes vacances, merci Roxane, ça me fait plaisir de lire ça, vraiment plaisir. Un peu incisif parfois? Bah ouais, mais moi j'aime bien en plus être comme ça. Je ferai plus les autres vidéastes par contre, si c'est pas des très 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 gros vidéastes. Ça me fait super plaisir, très sincèrement. Diabsinthe, hein, je pense que c'est ça. Non, mais de toute façon, alors après, moi je suis quand même un calme dans la vie, les gens qui me connaissent peuvent en témoigner, je suis pas un grand nerveux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est aussi ma nature d'être un peu stoïque, quoi. Parfois, quand même, je suis touché, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Je dis les termes. Diabsinthe, d'accord, c'est ça. Ok. Quelle heure il est? 19h30. Ah, j'ai pas caché. Effectivement, je ne cache pas que je suis pas la définition du gros mal alpha. Parfois, j'y vais gentiment aussi, Anna Druid. Tu as raison, c'est important aussi, de temps en temps.